Mesdames et messieurs, nous sommes heureux de vous accueillir pour cette discussion autour des problèmes de poids et de leurs solutions, des bonnes solutions, des mauvaises solutions, des solutions qui deviennent des problèmes. On va essayer dans un premier temps de surtout poser le problème, ou poser les problèmes qui existent et que les gens rencontrent à partir du moment où ils essaient de modifier leur poids et pour modifier leur poids, modifier leur comportement alimentaire. Et on va vous faire quelques petits exposés qui sont là plutôt pour poser les problèmes, les différents problèmes auxquels on a à faire face. Et puis ensuite, on vous donnera la parole pour que vous puissiez poser vos questions. Et des fois, il est possible, mais non certain, que nous puissions vous répondre. Alors, je commence par passer la parole à Sylvie Benkemoun, qui est tout d'abord notre vice-présidente de l'association Le Groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids, qui est psychologue clinicienne et qui va nous parler de l'urgence, de cette sensation qu'on a de devoir maigrir là, tout de suite, dans l'urgence. Bien, alors, la première fois qu'un patient vient, ou c'est pas la première fois, les phrases qu'on entend, c'est toujours j'ai peur pour ma santé, j'ai pris tant de kilos, je ne me reconnais plus, c'est l'anarchie, je mange n'importe quoi, je suis essoufflée en montant les escaliers, j'ai envie de reprendre le sport, j'avais bien maigri et j'ai tout repris, c'est de ma faute, j'ai envie de trouver l'âme sœur, je me marie cet été, je vais à l'anniversaire de Tata Gudule, etc., etc. Donc les motifs sont très nombreux. Alors, si on classe un petit peu les types de motivations qu'on rencontre pour vouloir maigrir, on trouve en premier, pas forcément en premier dans l'ordre, mais une réponse à ces peurs qui sont distillées dans l'environnement, à savoir les questions de santé qui touchent l'alimentation et l'activité physique. Mais il y a aussi tous les problèmes de l'apparence, de l'image du corps et de la reconnaissance de la féminité et de la masculinité, parce que en tant que personne grosse, eh bien, très souvent, on n'est pas reconnu dans cette féminité ou dans cette masculinité. Ça touche aussi les relations, l'attirance, le potentiel de séduction, la confiance en soi, l'appartenance sociale, sa place dans la société, sa reconnaissance, sa valeur, parce que très souvent, ce qu'on remarque, par exemple, c'est qu'une personne qui a de nombreux diplômes et qui est en situation d'obésité, si elle va se présenter à Pôle emploi, on lui propose un emploi subalterne. Elle peut avoir Bac+10, Bac+12. Immédiatement, on va lui proposer des emplois qui ne sont pas du tout en rapport avec ses compétences. Il y a aussi une question de respect. Il y a beaucoup de demandes au sujet d'avoir un enfant, être avec un enfant, la peur que l'enfant ait honte, la peur d'avoir ou ne pas avoir un enfant. Et puis aussi, c'est aussi un peu avoir le corps qu'on mérite, qui correspond à sa personnalité, que l'on souhaite. Parce que beaucoup disent « je n'ai pas le corps que je mérite ». À l'intérieur, je suis quelqu'un d'autre que la perception qu'ont les autres de moi. Alors, au niveau, je vous ai mis quelques photos, pas nombreuses, positives, pour casser un peu cette idée et ces stéréotypes. Alors, effectivement, la première est un petit peu l'excès de poids est un risque, mal le traiter est dangereux. C'est un petit peu la peur de l'environnement et ce sont les messages qui sont distillés. Au niveau de l'activité physique, on a vraiment l'impression que quelqu'un de gros est tout à fait incapable d'avoir une activité physique. Or, c'est très variable et ce qui va compter, c'est de pouvoir partir d'où on est et d'améliorer les choses. Et ça, c'est possible à n'importe quel poids. Il se trouve que vous avez des gens en très haut surpoids qui font du sport de façon tout à fait favorable.
et d'autres qui sont beaucoup plus sédentaires et qui n'y arrivent pas. Donc il y a aussi cette notion de possibilité de partir d'où l'on est, mais quand on parle de l'obésité, on parle immédiatement d'incompétence. Alors je vous ai mis un petit peu cette photo sur les apparences, c'est pas pour valoriser absolument la grosseur, mais c'est pour montrer qu'elle peut exister, être joyeuse et qu'elle a droit de citer. Au niveau des relations, je n'ai pas voulu vous mettre un panel de couples, mais on peut voir que dans la relation, le poids n'est pas au premier plan, et je pense que ça c'est important à savoir. Alors le mariage c'est vraiment une question récurrente. J'ai une patiente qui diffère son mariage depuis 3 ans en disant qu'elle n'a pas le poids souhaité. Elle devait se marier au mois de septembre, elle est allée en cure à Brive-les-Bains pour être tout à fait présentable. Et puis, quand elle est revenue, elle était en tel état d'anxiété que son futur mari a compris, lui a dit « on va différer, mais ça c'est la dernière fois ». Et les compulsions sont revenues. Donc quand elle est venue, je lui ai dit « écoutez, vraiment la première des choses, c'est d'aller choisir votre robe de mariée ». Elle me dit « mais non, c'est pas possible ». Alors je lui ai dit « écoutez, les retouches, ça existe, mais si vous ne le faites pas, les compulsions vont aller de mal en pis ». Elle m'a écoutée, elle a choisi sa robe de mariée, les compulsions se sont arrêtées. Alors quel est le contexte émotionnel avant cette demande de régime ? Il y a toujours ce sentiment d'urgence. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui disent « je me suis vue en photo, je ne pensais pas que j'étais comme ça ». C'est vraiment dramatique. Donc par rapport à cette urgence en tout genre, alors il y a des urgences qui sont aussi induites par l'envie d'avoir un enfant et être en limite d'âge. Alors là, ce sont des urgences qui sont induites médicalement, parce que par exemple pour une PMA, on demande à la personne d'avoir un IMC 30 ou 35, quand elle est à 60, vous imaginez l'état d'urgence et qu'elle a 39 ans ou 38 ans, ce sont des états d'urgence qui sont induits. La personne qui vient, elle se sent coupable, elle n'a pas vu qu'elle a grossi, elle n'a pas vu qu'elle avait des problèmes en tout genre, donc elle est dans un état de culpabilité très important qui fait qu'elle vient pour réparer ses fautes. Elle vient dans cet état. Elle vient pour réparer ses fautes. Donc, il faut absolument faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Et le régime, c'est faire quelque chose. Elle est aussi dans un état de peur, puisque l'environnement dit sans cesse qu'être gros, c'est être un malade potentiel et un mourant à court terme. Donc, si vous voulez, dans ce climat de peur, la personne, pour que ce soit plus vivable, elle va activer des systèmes de défense qui vont la mettre à distance de ce qu'elle est. Et c'est ce qui fait que parfois, la personne va prendre du poids sans s'en rendre compte et qu'elle va perdre beaucoup de temps, parce que si elle était venue avant, on aurait pu l'aider à stopper sa prise de poids, alors que quand il y a une grosse prise de poids, c'est beaucoup plus compliqué. Donc la personne se trouve un petit peu comme un enfant apeuré qui a peur, ce qui ne favorise pas son autonomie. Et puis, elle vient aussi parce qu'elle se sent non conforme, donc pas acceptée. Et dans ce climat de se sentir hors norme, la personne va penser à elle dans une image idéalisée, c'est-à-dire qu'elle va s'oublier en tant qu'être réel, elle va s'éloigner du réel, elle va rejeter ce qu'elle est, et elle va être dans une honte qui va masquer toutes ses possibilités de réaction et d'adaptation. Alors, je ne vais pas vous répéter un petit peu ce que représente le régime ou l'équilibration alimentaire, mais ce qu'on peut dire, c'est que faire un régime, c'est se contrôler. C'est se dire que de toute façon, on n'est pas compétent, et que de l'extérieur, il va falloir suivre des règles pour maigrir. Dans ce système, on se rend compte que les prises de poids, les pertes de poids et les reprises de poids s'accumulent et le poids s'élève. Alors, pour éviter ce système,
qu'est-ce qu'on peut proposer comme contexte? Par rapport à ce contexte d'urgence, il faut rappeler que l'obésité, c'est dans un contexte de chronicité. C'est-à-dire qu'on peut penser l'obésité sur un parcours de vie et pas sur un instant. Donc, l'urgence n'a pas lieu dans ce parcours. Ce à quoi il va falloir penser dans ce parcours d'équilibre, c'est qu'est-ce qu'on peut changer pour changer d'équilibre. Et ce parcours ne peut se penser que sur du long terme. Qu'en est-il de la culpabilité? De la culpabilité qui force à faire quelque chose absolument. Eh bien, dans un contexte de responsabilité, la personne va partir d'où elle est et va être actrice ou acteur, ou la personne va être actrice de ce qu'elle va faire pour elle-même sans s'en remettre aux règles extérieures. Elle va essayer d'assumer et au lieu d'être dans le faire, elle va être dans l'être, dans ce qu'elle est intimement et dans ses possibilités. À la place de la peur et des injonctions de l'environnement, elle va mettre en œuvre des capacités d'adaptation qui va lui permettre de gérer ses fragilités et d'arriver à une autonomie. En fin de compte, une personne qui est en surpoids, elle devrait se comporter comme toute personne qui a une maladie chronique, qui est dans un autre environnement. C'est-à-dire que, je ne sais pas, une personne asthmatique, si on lui dit que c'est une grande malade et qu'elle va mourir prématurément, je ne suis pas persuadée qu'elle puisse mettre en œuvre des capacités d'adaptation. Donc il va falloir que la personne soit dans ce parcours chronique en fermant un petit peu ses oreilles ou en n'écoutant pas ces injonctions qui l'empêchent d'être à l'intérieur d'elle-même et dans sa spécificité. Et au lieu d'essayer de se conformer à une norme, elle va accepter que le monde est fait de grands, petits, gros, et qu'à partir de ce moment-là, il est important qu'elle puisse être dans ce qu'elle est à cet instant, même si elle maigrit après. C'est-à-dire qu'il est important qu'elle soit dans sa réalité pour qu'elle ne se vive pas et elle ne se parle pas comme quelqu'un de monstrueux. Comme ce qu'on voit dans toutes ces histoires extraordinaires où une personne connue a perdu X poids et dit après « mais j'étais monstrueux, comment j'ai pu être comme ça ?» C'est pas possible. Alors je pense à quelqu'un de particulier, par exemple Sonia Dubois, qui a pendant de longues années eu ce discours et qui maintenant avoue que ça a été une catastrophe et qu'elle est prête à reprendre du poids pour retrouver un équilibre perdu et quitter toutes les souffrances qu'elle a eues à avoir ce discours. Voilà, écoutez, j'ai envie de vous laisser sur cette image et de passer la parole à Gérard. C'est Gérard qui... Non, c'est Sabrina. C'est Sabrina qui va nous parler maintenant. Merci Gérard. Alors le yo-yo pondéral, comment s'en sortir? Si on reprend tous les patients, il y a toujours un commencement. Une décision de maigrir. Comment? Bien en mangeant moins, en mangeant plus équilibré, 3 repas par jour, en mangeant 5 fruits et légumes par jour, en éliminant le sucre, c'est bien connu, le sucre, ça fait grossir. En éliminant le gras, il n'y a pas pire que le gras. En arrêtant le gluten, j'ai lu dans le magazine que ça faisait gonfler. En mangeant que des protéines. Mon copain, il l'a fait, ça a fonctionné. Donc, je vais suivre une de ces règles, voire toutes ces règles ensemble, parce que ça risque de marcher encore mieux. Et puis, ça fonctionne. J'ai maigri. Conclusion, il faut faire comme ça. C'est ça la solution. Mais je commence à reprendre du poids. Ça monte. Oups, je suis retournée à mon poids initial. Il faut que je recommence. Il faut que je recommence comment? En contrôlant ce que je mange.
quand je contrôle ce que je mange dans le but de contrôler mon poids, de maigrir, ou de ne pas reprendre, c'est ce qu'on appelle la restriction cognitive. Sur le court terme, ça marche très bien. Sur le moyen terme, ça fonctionne beaucoup moins bien. Déjà, on ne mange pas moins. Quand on décide de manger ce que l'on décide au moment où l'on décide, et qu'on arrête quand on le décide, au bout d'un moment, ok, au début on entend la sensation de faim, mais on ne la respecte pas. Puis arrive un moment où nous ne savons plus. Est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'ai envie de manger? Est-ce que je suis fatiguée, contrariée, énervée, triste? Mon comportement alimentaire n'est plus régulé par mes sensations, par mes besoins physiologiques, mais totalement contrôlé par mes émotions. On ne mange pas moins parce que on doit le faire bien, ce régime. Et dans le régime, il est marqué qu'il ne faut pas manger de biscuits. Alors, si j'en mange un, j'ai raté, j'ai échoué. Alors, foutu pour foutu, parce que j'aime bien les biscuits. Bon, je vais manger le paquet, mais c'est la dernière fois que j'en mange. Promis, demain, je reprends le régime. Donc je contrôle, oui, jusqu'au moment où je craque. Non seulement on ne mange pas moins, mais en plus on se sent moins bien. On peut ressentir de la culpabilité. Je me sens coupable d'avoir trop mangé. Coupable d'avoir mangé ce gâteau qui m'était interdit. Coupable de ne pas y arriver. Je ressens de la honte de ne pas être parfaite, la honte de ne pas réussir à me contrôler. Je contrôle tout dans ma vie, sauf mon poids. Je peux ressentir de la peur de ne pas y arriver, la peur de grossir, la peur d'avoir faim, la peur de manquer. Et puis, quand je vais mal, eh bien, avant, je me réconfortais. Mais là, je n'ai plus le droit. Je n'ai plus le droit parce que ce millefeuille qui est devant moi, il est interdit. Je suis le seul mammifère sur la planète Terre à ne pas avoir le droit de me réconforter. Et puis, si j'essaye, je n'y arrive même plus. Je n'y arrive plus parce que dès que je vois ce millefeuille devant moi, je me dis que c'est pas bien, que je suis nulle, que je suis en train d'échouer. C'est le trouble du réconfort dont vous parlera Jean-Philippe tout à l'heure. Donc les régimes, ça ne fonctionne pas. Des milliers d'études l'ont prouvé. Il y a encore une étude qui a été publiée il y a quelques semaines, faite sur plus de 8000 sujets, qui prouve que les régimes font grossir. Non seulement ils ne fonctionnent pas, mais ils sont néfastes sur la santé. Le rapport de l'ANSES en 2011 l'a prouvé. Si je vous disais que j'avais trouvé un médicament miracle, un super médicament qui fait maigrir, mais il y a quand même 99,9% de risque qu'il ne fonctionne pas. Mais il est absolument miraculeux. Évidemment, comme tout médicament, il y a des effets indésirables. Est-ce que vous prendriez ce médicament miracle? Alors, comment s'en sortir? Il faudra traiter cette restriction cognitive, la relâcher, puisque c'est cette restriction cognitive, ce contrôle que l'on met, qui donne toutes ces conséquences négatives. Il faudra traiter les envies de manger émotionnelles, s'il y en a. Et puis,
accepter son set point, son poids physiologiquement déterminé, accepter son corps. Rassurez-vous, les thérapeutes sont là pour vous aider. On est là. Bon, on est là, mais il ne faut pas exagérer, on n'est pas des magiciens. Hein. Donc, on est là pour vous aider, mais on n'aide que les gens qui sont prêts à s'aider eux-mêmes. Donc, il faut peut-être bien rappeler ça aussi. Alors, continuons notre périple, et je vais passer la parole à Jean-Philippe Zermati, nutritionniste, psychothérapeute, auteur de nombreux best-sellers. Moi, je voulais évoquer avec vous un problème compliqué, en tout cas il a été très compliqué pour moi, qui est le problème des envies de manger émotionnelles. Il y a maintenant une quinzaine d'années, quand on a commencé à traiter la restriction cognitive, donc la restriction cognitive, je ne sais pas si tout le monde sait très bien de quoi il s'agit, ça consiste tout simplement à mettre du contrôle dans son comportement alimentaire, c'est-à-dire essayer de contrôler mentalement son comportement alimentaire. C'est finalement tout simplement la définition d'un régime. Finalement, ça s'est plutôt bien passé. On a appris à traiter ce contrôle, à faire disparaître le contrôle mental du comportement alimentaire pour remplacer par une écoute des processus de régulation interne. C'est-à-dire qu'au lieu de s'en remettre à des règles, je dois manger ci, je ne dois pas manger ça, je dois le manger à telle heure, je dois le manger dans tel sens, etc. Mais on est plutôt à l'écoute de nos systèmes de régulation interne qui s'expriment par des sensations de faim, de satiété, des appétits, qui sont la véritable expression des besoins de l'organisme. Donc finalement, on a appris à faire ça. Et ça s'est plutôt bien passé. Mais assez rapidement, on a buté sur autre chose. On a buté sur ce qu'on appelle les envies de manger émotionnelles. Alors qu'est-ce que c'est qu'une envie de manger émotionnelle ? C'est une envie de manger qui est déclenchée par une émotion. Elle n'est pas déclenchée par la faim. Il y a deux phénomènes qui peuvent déclencher une envie de manger, soit la faim, soit une émotion. Donc vous ne vous fatiguez pas, il n'y a rien d'autre. Si ce n'est pas de la faim, c'est une émotion, même si vous ne savez pas de quelle émotion il s'agit. Ça peut être des petites émotions, ça peut être des émotions plus fortes. Les émotions très très fortes, en général, ne provoquent pas d'envie de manger. Ça peut être des émotions positives, ça peut être des émotions négatives, ça peut être des émotions conscientes, ça peut être des émotions inconscientes. Donc vous voyez, c'est quand même assez complexe. Mais une chose est simple, c'est que si c'est pas de la faim, c'est de l'émotion. Voilà, comme ça, au moins, on est déjà un peu tranquille. Donc c'est ça, voilà. Donc une envie de manger émotionnelle, c'est une envie qui a été déclenchée par une émotion. Et le problème de ces envies de manger émotionnelles, c'est que bien souvent, elles se transforment en compulsion. Donc on a essayé d'aborder cette question par un petit peu de tous les bouts, et dans la littérature, le plus souvent, la réponse à ce problème, c'était, puisque les gens mangent quand ils ont des émotions, idéalement, il faudrait qu'ils en aient moins des émotions. Donc finalement, c'est plutôt un problème qui a été traité par les psychologues, qui se sont dit que pour traiter les troubles du comportement alimentaire, idéalement, il fallait que les gens aient une vie plus tranquille, qu'ils deviennent plus sereins, qu'ils aient moins d'émotions, qu'ils les régulent de manière différente, que quand ils avaient des émotions, au lieu de manger, ils trouvent de meilleures idées, qu'ils mettent un peu d'ordre dans leur vie, etc. Bon. Ça marche pas si bien que ça. C'est quand même un peu compliqué de ne pas avoir d'émotions. Et on s'est aperçu que ces fameuses envies de manger émotionnelles, elles n'étaient pas une caractéristique des personnes qui avaient des problèmes de poids. Elles n'étaient pas non plus une caractéristique des personnes qui avaient des troubles alimentaires. En réalité, tout le monde a des envies de manger émotionnelles. Absolument tout le monde. Même si on ne le sait pas.
C'est-à-dire que les gens qui vous disent qu'ils n'ont pas d'alimentation émotionnelle, ben c'est tout simplement qu'ils ne s'en rendent pas compte. Mais tout le monde en a. Donc en fait, ça n'est pas une anomalie. Le fait d'avoir des envies de manger émotionnelles est un phénomène absolument normal. Et donc s'il est normal, on peut se demander à quoi il sert. À quoi servent les envies de manger émotionnelles? Eh bien tout simplement, ce sont des éléments régulateurs de notre équilibre psychologique. Tout simplement, quand on mange, ça apaise de manière naturelle. Ça régule des émotions de façon absolument naturelle et finalement très, très facile et très commode. Donc on peut considérer que l'alimentation, la nourriture, est un régulateur naturel des émotions, un peu comme par exemple le ferait le sommeil. Le sommeil, d'une certaine façon, c'est aussi un régulateur naturel des émotions. On est fatigué en fin de journée, on a accumulé du stress, on a accumulé des émotions, on passe une bonne nuit, ben le lendemain, on en a moins. Qu'est-ce qui s'est passé? Au cours de la nuit, on a régulé. On a régulé des émotions, on a métabolisé des émotions. Il se passe la même chose avec la nourriture, qu'on le veuille ou pas. Après un repas, on est plus apaisé qu'avant le repas. Et puis, si on fait des dosages, eh bien, on s'aperçoit que les hormones du stress, après le repas, ont diminué. Donc, en fait, il y a une véritable fonction régulatrice émotionnelle de l'alimentation. Elle est normale, elle est constitutive, elle est contributive de l'équilibre psychologique. Donc, si on s'oppose à ça, c'est-à-dire que si on lutte contre ces envies de manger émotionnelles, ce qu'on met en déséquilibre, c'est tout notre fonctionnement psychologique. Et on a des complications. Et comment vont se manifester ces complications? Elles vont se manifester sous la forme de compulsion. C'est-à-dire que si on lutte contre les envies de manger émotionnelles d'une manière ou d'une autre, ces envies de manger émotionnelles se transforment en compulsion. Alors peut-être qu'il faut que je précise la différence entre une envie de manger émotionnelle et une compulsion. Souvent les patients que je traite, eux, ils n'ont que des compulsions. Donc quand je leur parle d'envie de manger émotionnelle et de compulsion, ils ne savent pas très bien de quoi je parle. Parce qu'en fait, ils n'ont que la connaissance des compulsions. Donc qu'est-ce que c'est qu'une envie de manger émotionnelle? Comment ça se présente? Eh bien, voilà, j'ai un petit coup de mou, un petit coup de fatigue, un petit coup de mou, et je me dis, ça, ce serait sympa de manger un petit bout de chocolat. J'attrape un chocolat que j'apprécie beaucoup, je le déguste, je prends mon temps, je le déguste, je suis généralement attentif à ce que je suis en train de faire, et puis une fois que c'est terminé, je suis très content de ce que j'ai fait, et parfois même j'oublie complètement ce que j'ai fait, et que si je fais le compte de ce que j'ai fait, ben, je m'aperçois que j'ai réussi à calmer tout ça avec 1, 2 ou 3 carrés de chocolat. Bon, qu'est-ce que c'est qu'une compulsion? Une compulsion, on pourrait dire que ça commence un petit peu de la même manière. J'ai un petit coup de mou, et là, je commence à détecter une envie de manger. Mais je risque à ce moment-là de mettre de la résistance, de la lutte, du contrôle. Et quand je vais y aller, il va y avoir un petit peu ce sentiment de perte de contrôle. Et quand je vais manger, ça va souvent être associé à de la culpabilité, à des reproches, à des inquiétudes. Et puis quand je vais faire le bilan de ce que j'aurais consommé, eh ben c'est pas 2 carrés, c'est la tablette. C'est ça la compulsion. Bon. Et puis il y a encore une autre différence. C'est que après avoir satisfait correctement une envie de manger émotionnelle, je vais mieux qu'avant. Alors qu'après avoir commis une compulsion, l'état émotionnel ne s'est pas amélioré et souvent il s'est même dégradé. Le résultat, dans le premier cas, c'est que je calme mes envies de manger émotionnelles parce que j'ai calmé mes émotions pour un certain temps, assez long finalement, alors qu'après les compulsions, puisque j'ai dégradé encore un peu mon état émotionnel, eh bien finalement, je vais avoir de nouveau des envies de manger émotionnelles qui vont revenir très rapidement. Et finalement, quand je suis dans ce système des compulsions,
je multiplie les envies de manger émotionnelles. Sachant, comme vous avez compris, qu'à chaque fois qu'il y a une envie de manger émotionnelle, il y a de fortes chances pour qu'elle se transforme en compulsion. Donc d'un côté, on est dans une espèce de cercle vertueux, et de l'autre côté, on est plutôt dans un cercle vicieux. Bon, donc, comment finalement traiter cette question compliquée? Eh bien, paradoxalement, on traite maintenant la question en acceptant les envies de manger émotionnelles. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas lutter. La consigne, ça n'est pas de lutter contre les envies de manger émotionnelles quand elles se présentent, mais d'apprendre à y répondre de manière satisfaisante. C'est-à-dire que l'objectif n'est pas de faire disparaître les envies de manger émotionnelles, mais d'empêcher que ces envies de manger émotionnelles se transforment en compulsion. Et on arrive de cette manière à diminuer à la fois l'intensité des prises alimentaires et à réduire le nombre des envies de manger émotionnelles. Donc on arrive à une alimentation extrêmement paisible et finalement on se met à manger comme tout le monde. Tout le monde avec des envies de manger émotionnelles. C'est-à-dire, tout le monde en a, mais évidemment, la différence entre ceux qui ont des troubles et ceux qui n'ont pas de troubles, c'est que ceux qui ont des troubles, ceux qui n'ont pas de troubles ont juste des envies de manger émotionnelles. Ceux qui ont des troubles ont des envies de manger émotionnelles qui se transforment en compulsion. Et donc, ce que la perspective et la nouvelle position, finalement, ça n'est pas d'essayer de contrôler les envies de manger émotionnelles, c'est simplement d'empêcher qu'elles se transforment en compulsion. Donc, je ne vais pas vous dire comment on fait, parce que on va en parler tout à l'heure, vous aurez bien des questions là-dessus. Mais voilà, c'est quand même c'est beaucoup plus efficace, ça marche beaucoup mieux et c'est beaucoup plus proche de la réalité. Dans la réalité, ce qu'il faut retenir, c'est que tout le monde a des envies de manger émotionnelles, que ces envies de manger émotionnelles sont contributives de l'équilibre psychologique et que si on cherche à s'opposer à ces envies de manger émotionnelles, on se met en déséquilibre psychologique et ça se manifeste par des compulsions qui vont généralement tout aggraver. Voilà, quelques mots sur les envies de manger émotionnelles. Insoutenable. Donc on a posé le problème, les envies de manger émotionnelles, mais on ne fournit pas la réponse. Et vous allez être obligé d'attendre encore un petit peu, parce que je vais encore vous dire quelques mots. Mais bien sûr, après, on pourra discuter, vous pourrez poser vos questions, et on pourra dialoguer sur les problèmes et les solutions. Moi, je voulais vous parler un petit peu de l'acceptation. L'acceptation, dans notre programme thérapeutique, nous travaillons sur la restriction cognitive, donc Jean-Philippe vous en a parlé, les problèmes émotionnels, et puis le troisième trépied, le troisième pied du trépied, c'est l'acceptation. L'acceptation de quoi? Eh bien, l'acceptation d'abord du fait que nous sommes gros. Beaucoup de gens sont dans le déni de leur problème pondéral, dans cette idée que c'est une sorte d'état dont il ne faut pas tenir compte, parce que ça ne va pas durer, je vais faire immédiatement un régime, et donc c'est même pas la peine d'y penser. Mais on ne peut pas résoudre un problème tant que ce problème, on ne lui a pas donné corps, tant que ce problème n'est pas véritablement posé. Quand on est dans le déni, de son corps, eh bien, on n'a pas de corps qui puisse perdre du poids, puisque ce corps actuel n'existe pas. On est déjà dans l'idée d'un corps futur qui, lui, évidemment, n'existe pas. Alors, cette acceptation, finalement, le problème, c'est quoi, finalement? Le problème, en fait, c'est la honte. La honte, c'est une émotion extrêmement corrosive. C'est peut-être l'émotion la plus pénible qui soit. Elle est due à quoi, cette honte? Eh bien, elle est essentiellement due au rejet social, à la non-acceptation de la société, des personnes en surcharge pondérale. Il y a eu des époques où être surcharge pondérale n'était absolument pas un problème social, et les gens n'avaient pas honte. On pouvait être fier de son corps. Si vous regardez au temps préhistorique, les femmes que l'on sculptait à l'époque, comme par exemple la Vénus de Willendorf, je me rappelle, parce qu'elle a une énorme poitrine, des fesses énormes, des cuisses énormes,
quelle mère formidable. Eh bien, à l'époque, c'est ce qu'on disait, probablement. On disait, quelle mère formidable, c'est une déesse. Et finalement, non. Hein. Ou si vous regardez des tableaux de Rubens, par exemple. Les tableaux de Rubens sont très intéressants parce que Rubens est un grand peintre de la cellulite. Il peint vraiment à merveille la cellulite. Si vous allez au Prado, à Madrid, vous verrez des tableaux cellulitiques vraiment merveilleux, dont les Trois Grâces. Alors les Trois Grâces, ça s'écrit avec un C en principe et pas avec deux S. Et où la première des Trois Grâces qui est devant, c'est la femme de Rubens, en fait, qui l'a peinte. Elle devait avoir à peu près 20 ans, lui il en avait 60, donc c'était un vieux cochon, c'est comme ça. Et on voit très très bien sa cellulite ainsi que les autres. Et d'ailleurs, ce tableau est repris par je ne sais plus quelle marque de crème anticellulitique, et pendant très longtemps, on l'a vu, on ne le voit plus trop maintenant, mais on l'a vu sur la devanture des pharmacies, avec ce message, vous ne voulez pas ressembler à ça quand même. Bon, 18e, 19e siècle, on voulait ressembler à ça. Alors, cette honte, donc, elle est due au rejet social. Et c'est quoi la honte? La honte, c'est d'abord la honte de ce que l'on est. Et il faut distinguer la honte de la culpabilité. La culpabilité, c'est la culpabilité de ce que l'on fait ou de ce que l'on pense, avec cette idée que ce que l'on pense est déjà finalement un acte. Ce qui n'est pas tout à fait vrai d'ailleurs. Ce que l'on est. Donc, ce que l'on est, on ne peut pas le changer. On peut le refuser. On peut refuser d'être ce que l'on est. On peut être dans le déni de ce que l'on est. Et là, on a honte. Et cette honte, elle est irrémédiable. Ça ne s'efface pas, la honte. La honte d'être gros, vous ne pouvez pas l'effacer et vous ne pourrez jamais l'effacer. Si vous maigrissez, eh bien vous serez honteux d'avoir été gros. Et cette honte sera toujours là. Elle n'est pas pardonnable, contrairement à la culpabilité. On peut se faire pardonner ses fautes, on ne peut pas être pardonné de ce que l'on est. Donc c'est une émotion extrêmement toxique et qu'on essaye là aussi d'éviter, c'est-à-dire finalement de dénier, en fait, de refuser cette honte, d'être dans le déni de cette honte. Et c'est donc cette émotion sur laquelle il va falloir travailler pour arriver à passer d'un comportement honteux à un comportement fier. Et ça fait aussi partie du travail que nous faisons faire à nos patients pour qu'ils puissent finalement accepter la situation présente pour qu'elle puisse évoluer et pour qu'ils puissent aussi sortir d'un comportement honteux. Parce que quand vous êtes dans un comportement honteux... Alors, ce qu'il faut bien comprendre avec la honte aussi, c'est que quand vous êtes dans un comportement honteux... Ce qui caractérise l'Homo sapiens, c'est sa grande capacité d'empathie, c'est-à-dire de perception de ce que les autres pensent et de ce que les autres ressentent. Si bien que nous ressentons les émotions des autres. Quand quelqu'un est en colère, nous ressentons sa colère. Quand quelqu'un est joyeux, eh bien, nous ressentons sa joie. Et quand quelqu'un est honteux, nous ressentons sa honte. Et cette honte est tellement douloureuse et tellement pénible que nous en voulons à la personne qui est honteuse de nous faire ressentir sa honte. Et à ce moment-là, nous n'avons qu'une idée, c'est de nous débarrasser de cette personne, de la rejeter, voire d'être violente avec elle, de la repousser par tous les moyens, parce qu'elle nous fait partager sa honte. C'est très pénible. Alors donc, quand vous êtes honteux, ce n'est pas seulement un problème que vous avez entre vous et vous, c'est un problème que vous projetez sur les autres et qui va susciter de l'agressivité. D'où la nécessité, donc, de changer ses conduites de ce côté-là. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'acceptation et sur la honte. Alors, on a fait un petit tour, on a fini notre baratin, on a dit des trucs, on a essayé de poser les problèmes, et maintenant on va vous donner la parole et peut-être éventuellement répondre, on ne sait jamais. Bon, je vais vous poser une question très stupide. Ah, merci. Quand est-ce que les études de diététique vont changer? Alors, voilà. C'est une bonne question. Je vous avais posé cette question il y a 3 ans. Nous avons une formation qui est catastrophique. On apprend aux étudiants toujours les régimes hypocaloriques, entre autres,
restrictif, quand est-ce que ça va changer? Quand est-ce qu'on va Alors, parler de Sabrina, psychologie? peut-être mieux Voilà. placée que nous pour répondre. Est-ce que tu as une idée là-dessus? Charles Sulé, dans notre association, nous avons une formation. Oui. Et dans cette formation, il y a beaucoup de diététiciennes nutritionnistes qui viennent se former. Et elles s'aperçoivent, quand elles commencent la formation, qu'elles ont été très déformées. Tout à fait. Mais Et je suis tout à fait donc, d'accord. que dans un premier temps, il y a tout un travail d'évacuation d'un savoir toxique pour le remplacer par notre propre savoir, qui est absolument merveilleux, bien sûr. Et ça, c'est un vrai problème. Je voulais simplement savoir, par rapport au cliché que vous nous avez montré, il n'y a que des femmes obèses. Pourquoi ? Effectivement, il y a aussi des hommes obèses, mais il y a peut-être moins d'images, et la femme est beaucoup plus valorisée ou critiquée sur son apparence que les hommes, même si c'est en train de changer. Donc au niveau des images qu'on peut trouver sur Internet, on va trouver des images qui montrent qu'un homme gros, ça peut être beau, mais il y en a très très peu. Donc effectivement, c'est assez représentatif des images qu'on peut trouver un petit peu partout. Il faut reprendre les choses au niveau historique. Historique, disons jusque dans les années 1920, c'est-à-dire depuis l'Antiquité grecque et romaine jusque les années 1920, l'obésité, c'était un problème masculin. Et tous les médecins qui s'en sont occupés se sont occupés des hommes, pour que les hommes puissent contrôler un surplus de poids qui nuisait à leur puissance, à leur force. Et dans les années 20, c'est seulement à ce moment-là, au moment d'ailleurs où les femmes se sont masculinisées et ont essayé de sortir de leur condition féminine, et donc de devenir des hommes comme les autres. C'était l'époque des années folles, donc elles avaient essayé de supprimer leurs attributs féminins, pas de seins, pas de fesses, donc vous vous rappelez un petit peu les robes Charleston, où les femmes étaient très minces pour finalement effacer leur forme féminine. Et à partir de là, donc, ça a commencé, le contrôle pondéral pour les femmes, et puis finalement, c'est devenu le problème esthétique. Donc, pour les hommes, c'était pas très important parce que un homme fort, on disait un homme fort. Il y a un homme fort, c'est un homme gros, hein, et on estimait que la grosseur allait avec la force. Donc c'était assez bien, vous voyez, un peu genre haltérophile par exemple. Hein. Et alors que la femme était, alors qu'un homme est d'autant plus homme qu'il est d'autant plus viril qu'il est fort, donc il est d'autant plus homme qu'il est fort, et une femme est d'autant plus femme qu'elle est belle et qu'elle est mince maintenant. Donc ça s'est renversé. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un mouvement où les hommes... Autrefois, les hommes, moi quand j'ai commencé à soigner les problèmes d'obésité, les hommes que je voyais me disaient c'est mon cardiologue qui m'envoie, j'ai un problème de santé, si je ne maigris pas, je vais mourir. Donc faites quelque chose pour moi. Ça, c'était une demande typiquement masculine. Alors que les femmes disaient pour pouvoir vivre ma vie, pour pouvoir m'épanouir, pour pouvoir séduire, il faut que je sois mince. Et ça, c'était une demande féminine. Et aujourd'hui, on voit beaucoup d'hommes qui viennent avec une demande féminine parce que les hommes sont en train de devenir des femmes comme les autres. Vous dissociez la faim de l'envie de manger. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que ça peut être aussi les deux? Ça peut être à la fois un peu de faim et un peu de l'envie de manger. Il peut y avoir ces deux émotions, ces deux sensations qui arrivent en même temps finalement. Je suis complètement d'accord. En fait, pour manger, il faut que quelque chose déclenche le comportement alimentaire. Donc, le comportement alimentaire ne peut être déclenché que de deux manières. Soit parce que il y a une envie de manger, une motivation à manger, soit parce que je décide de manger. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin d'avoir envie de manger pour décider de manger. Par exemple, je peux très bien ne pas avoir du tout envie de manger le matin, mais décider de le faire parce qu'on m'aura dit qu'il faut prendre un petit déjeuner. Donc, le comportement alimentaire va être contrôlé par deux systèmes, un système de décision et un système de motivation et d'envie. Et qu'est-ce qui va déclencher une envie de manger? Eh bien, là, c'est simple encore, il n'y a que deux choses qui peuvent déclencher une envie de manger, c'est la faim ou une émotion. Donc, évidemment que quand on a faim, le plus souvent, ça va déclencher
une envie, mais pas obligatoirement. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a faim qu'on a forcément envie de manger. On peut aussi avoir faim sans avoir envie de manger. C'est plus rare, mais ça se voit quand même tous les jours. Et puis on peut avoir envie de manger parce que préalablement, l'envie a été déclenchée pour calmer une émotion. Alors, qu'est-ce qui déclenche l'envie en fait? Qu'est-ce qui fait que de la faim on passe à l'envie de manger, ou qu'est-ce qui fait qu'on passe de l'émotion à l'envie de manger? C'est simplement la perception que la faim devient gênante ou que l'émotion devient gênante. C'est-à-dire que il n'y a pas d'envie qui se déclenche tant que la faim ou l'émotion ne crée pas une gêne. À partir du moment où on commence à l'apprécier gênante, ça va déclencher une sorte de recherche dans le cerveau de moyens de s'en débarrasser. Bon, donc le moyen de se débarrasser de la faim, quand même, le plus simple, c'est de manger. Pour les émotions, c'est plus complexe, mais le fait de manger est un des moyens d'apaiser une émotion. Voilà. Mais dans les deux cas, la faim ou l'émotion vont déclencher des envies. Donc en fait, la question, c'est quand il y a une envie, c'est de savoir ce qui l'a déclenchée, par quoi elle a été déclenchée. Je voulais juste rebondir sur l'aspect émotionnel, l'aspect réconfortant de l'aliment, en faisant référence aux cultures où, avec l'enfant, pour l'apaiser, on lui donne le sein, et où l'alimentation n'est pas contrôlée. Est-ce que dans certaines cultures, comme la culture européenne, le fait d'avoir peut-être programmé l'allaitement à des heures bien précises, est-ce que ça n'induit pas, ça ne favorise pas les troubles qu'on verra peut-être plus tard? Parce qu'on a combattu pendant longtemps le fait d'allaiter l'enfant à la demande, ou parfois même dans certaines cultures de l'allaiter pour l'apaiser. Et dans ces cultures-là, je ne pense pas avoir repéré des compulsions en raison de ce type d'alimentation de l'enfant. Actuellement, on prône un allaitement à la demande. C'est pas un allaitement comme ça à heure fixe. On prône vraiment l'allaitement à la demande. Alors ce qui se passe, c'est qu'effectivement, les femmes qui travaillent ont moins le loisir d'allaiter longtemps. Mais je pense que c'est pas si éloigné que ce que vous décrivez. Mais simplement, effectivement, ça dure moins longtemps. Donc l'action sur l'attachement et sur la sécurité doit être très, très différente. En fait, j'ai 32 ans, j'ai vécu plein de régimes. Voilà, tout ce qui à peu près existe. Je pense que j'ai pris toutes les pilules existantes pour me faire maigrir. Et j'ai découvert il n'y a pas très longtemps le gros. Et je consulte actuellement un psychomotricien qui fait partie en tout cas de ce groupe de réflexion. Et je peux dire que ça a vraiment changé le regard que j'ai sur moi. Déjà sur un passage d'un dégoût absolu de mon corps à aujourd'hui quelque chose qui, ça commence à devenir à peu près acceptable pour moi. C'est plus un témoignage, j'ai pas vraiment de questions, je suis très attentive à tout ce que vous avez dit. En tout cas, je trouve que c'est une manière beaucoup plus jolie de parler de nous, qui sommes peut-être pas dans un 34 ou un 36, que tout ce que j'avais vécu auparavant. Alors j'ai une histoire un petit peu particulière puisque j'ai un papa qui ne voit pas. Donc dans le regard aussi qu'il avait de moi, ça a pas mal changé. Et puis si j'ai une toute petite chose à dire, j'ai commencé vraiment à prendre du poids. J'étais pas une petite fille toute mince, puisque j'étais virée de la danse classique à 8 ans parce que je rentrais pas dans les costumes. Mais à 17 ans, j'ai pris du poids à cause d'une pilule de première génération, donc 10 kilos en un mois, ce qui a jamais été reconnu en fait par personne. Les médecins disaient que c'était de ma faute. Et voilà. Et donc je me demande aussi, avec toutes les méthodes par lesquelles je suis passée, la mésothérapie, tout ce qui existe, pourquoi on n'interdit pas certaines choses, pourquoi on n'interdit pas certains médicaments où on sait pertinemment que ça nous fait du mal, pourquoi on n'interdit pas la mésothérapie en France, parce que moi je suis ressortie bleue comme un schtroumpf, mais ça m'a rien fait. Pourquoi on n'interdit pas quand même certaines choses, parce que je pense que ça fait vraiment du mal. Et ce que je suis contente aussi de me rendre compte, c'est que tout ce que vous avez dit, moi j'ai eu l'impression souvent longtemps d'être seule,
Et là, aujourd'hui, je suis plus seule. Merci beaucoup. Alors, la question c'était pourquoi est-ce qu'on n'interdit pas les méthodes scandaleuses, si vous voulez. Alors, on a quand même interdit déjà quand même beaucoup de médicaments qui étaient sur le marché autrefois. Il y a certains médicaments qui, malheureusement, où la France et l'Europe résistent face à ces médicaments, mais ils sont quasiment déjà en vente sur Internet pour certains, aux États-Unis. Donc il y a quand même une certaine résistance. Et actuellement, il y a très très peu de médicaments, voire pas du tout, qui soient sur le marché. Du point de vue pharmacologique, la situation est un peu bouclée pour le moment. Ça risque de pas durer, mais c'est comme ça. Pour les autres méthodes, oui, vous avez raison. C'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au régime. Hein, les régimes sont des approches qui sont toxiques et pourtant, voilà, ça continue. Voilà, c'est vrai. Si on interdisait tout ce qui ne marche pas et tout ce qui est nuisible, ben voilà. Hein. Ouais, ça nuirait au commerce probablement. Costa, donc je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit, parce que je me reconnais aussi pas mal dans ce discours. Je ne suis pas nutritionniste ni psychothérapeute. J'ai repris les études de diététique, par contre, pour comprendre ce qui se passait dans mon corps depuis des années, pourquoi j'étais toujours grosse malgré les régimes, etc. Et je voulais vous remercier aussi, parce que c'est une bouffée d'oxygène quand on sait que vous existez, que vous vous battez pour des vraies causes, et que vous comprenez vraiment les choses de l'intérieur. Et moi, j'avais quand même une question, parce que du coup, j'ai essayé plein de choses depuis mes 15 ans. Et je voulais vous poser la question par rapport à l'index glycémique, qui a quand même un effet interne assez, relaxant, parce que quand on est effectivement jamais dans l'excès de sucre, on ressent quand même une impression de zénitude. Mais sur le long terme, ça n'empêche qu'on a quand même des envies de manger émotionnelles et que du coup on va retourner un peu vers ce qui est plus sucré, etc. Je voulais savoir ce que vous en pensiez par rapport au fait que quand on mange des aliments à faible teneur en glucides, on a moins envie de grignoter, de choses comme ça, ce qui est un fait que moi j'ai carrément quand même ressenti. Je n'ai pas souvenir d'études qui pourraient aller dans le même sens. C'est-à-dire d'études qui pourraient montrer que le fait de réduire la consommation de sucre rapide aurait un effet finalement apaisant. Oui, c'est pour ça que je vous parle de ressenti. Je ne dis pas que ça a été donc scientifiquement ça, prouvé. je ne vois pas. Enfin, je n'ai pas cette notion-là, quoi. Donc, ce que je peux dire, c'est que par rapport aux l'index, c'est quelque chose évidemment qui existe, mais qui est extrêmement difficile à manier parce qu'en fait, les index glycémiques sont calculés pour des aliments isolés, ce qui leur ôte toute valeur dans la mesure où on ne mange jamais un aliment tout seul. On le mange au sein d'un repas, donc il faudrait calculer l'index glycémique d'un repas, ce que personne n'est capable de faire. Et ça n'a pas non plus de propriété amaigrissante supérieure. C'est-à-dire que là-dessus, voilà, maintenant on a un consensus. Il n'y a pas une composition de l'alimentation qui permettrait de maigrir mieux qu'une autre. Ce qui fait maigrir ou grossir, c'est la teneur en calories, quelle que soit la nature des calories. Voilà. Ce qui est compliqué dans les envies de manger émotionnelles, pour les personnes au régime, c'est que seuls les aliments riches, donc gras ou sucrés, ou les deux, ont la propriété d'apaiser les émotions. Il n'y en a pas d'autres. Ce sont uniquement ceux-là. C'est-à-dire qu'en fait, ça veut dire que pour calmer une émotion, il ne suffit pas de manger un aliment qu'on aime. Il faut que ce soit un aliment qu'on aime et qui soit riche. C'est-à-dire que si j'adore les fraises, ça ne calme pas forcément mes émotions. En revanche, des fraises à la chantilly, ça marche mieux. Ça marche beaucoup mieux. Voilà. Donc c'est compliqué parce que ça veut dire que pour calmer une personne au régime qui voudrait calmer ses émotions, ses envies de manger émotionnelles, si elle veut y arriver, il faut qu'elle accepte de manger des aliments sur lesquels elle a mis du contrôle, des aliments sur lesquels elle met tout le temps du contrôle. Et donc c'est forcément vécu comme une perte de contrôle. C'est ce qui va se passer. Et ça va partir en compulsion.
Donc il y a un changement de position, il y a véritablement une sorte de révolution de la pensée, il y a un changement de position par rapport aux aliments. Il y a préalablement, pour réussir à calmer une envie de manger émotionnelle de manière correcte, une entreprise de pacification avec les aliments. Il faut être capable de manger pacifiquement des aliments sucrés ou des aliments gras. Moi, je suis comme la jeune fille, j'étais au régime depuis très longtemps, donc pour moi, j'ai essayé de manger sans sucre, sans gras, sans ceci, sans cela. Donc c'était plutôt les reprises de poids, des reprises de quantité d'aliments, mais pas forcément d'aliments plus riches. C'est-à-dire que, que moi, un gâteau, ça ne va pas du tout m'attirer, forcément, ni m'apaiser. Donc vos reprises de poids, c'est plutôt en vos volume. Variations de poids sont liées à des variations de quantité. De volume, voilà, c'est ça. Ah oui, mais c'est une manière de lutter, c'est une espèce de manœuvre de diversion. J'ai envie de chocolat, mais je ne peux pas manger de chocolat. Donc finalement, comment je vais faire pour calmer mon envie de chocolat, mon envie de manger émotionnelle ou calmer mon émotion? Je vais manger, à la place du chocolat, je vais aller manger des pommes. C'est une diversion. Comment sortir de la restriction cognitive? Alors évidemment, ça ne se fait pas en une séance. Je dis toujours que je ne suis pas une fée avec une baguette. L'idée, vous l'avez compris, c'est de sortir du contrôle mental, sortir de ces règles et revenir à une régulation basée sur les sensations de faim et de rassasiement. Parce que depuis hier, on ne dit plus de faim et de satiété. Depuis que Jean-Philippe a fait une communication, on dit en fonction des notions de faim et de rassasiement. Donc, nous allons effectivement vous aider à retrouver la sensation de faim à travers des expériences, parce que nous sommes convaincus que vous dire des choses ne sert pas à grand-chose, même si là aujourd'hui nous vous racontons plein de choses. Nous sommes certains qu'il faut vivre les expériences. Donc nous allons vous faire des expériences pour retrouver la faim, et puis vous apprendre à l'observer, observer comment elle évolue cette faim, comment elle est tolérée, est-ce qu'il y a des pensées, est-ce qu'il y a des peurs qui sont associées, des émotions. Et puis nous allons faire un chemin avec vous pour vous aider à retrouver donc votre comportement alimentaire flexible et adaptatif, où justement l'idée ce serait de manger quand on a faim, ce que l'on aime, de préférence, c'est quand même plus sympathique, et puis s'arrêter quand on n'a plus envie de manger. Il y a retrouver les sensations alimentaires, mais il y a aussi réapprendre, alors ça c'est peut-être pour répondre à votre question, réapprendre à remanger sans culpabilité toute une série d'aliments qui ont été évacués. Je pense que le fil conducteur d'un tel travail, ça consiste à retirer le contrôle mental qu'on met sur le comportement alimentaire pour le remplacer par de l'écoute des sensations alimentaires, mais pas que les sensations alimentaires, d'ailleurs aussi des émotions, et parallèlement entreprendre un travail de pacification dans la relation avec les aliments. Voilà. Alors, effectivement, ça pourrait conduire à manger quand on a faim et à s'arrêter quand on se sent rassasié, sauf lorsqu'il y a des envies de manger émotionnelles. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faudrait pas se mettre en tête qu'un mangeur normal est une personne qui ne mange que lorsqu'elle a faim. Ce serait une vision déformée, tronquée de la réalité. Dans la réalité, d'abord, on ne mange pas quand on a faim, on mange quand on a envie de manger. Et quand est-ce qu'on a envie de manger? Aussi bien quand on a faim que quand on a des émotions. Simplement, les choses sont très très bien faites. Quand on a des envies de manger émotionnelles qui ne se transforment pas en compulsion, la faim revient très régulièrement. Et en fait, le système de régulation, il est basé quand même sur la faim. Mais le fait d'avoir des envies de manger émotionnelles ne perturbe pas ce système de régulation par la faim. Voilà. Donc dans la réalité, on mange quand on a des envies de manger. Ces envies de manger sont le plus généralement déclenchées par des sensations de faim, assez régulièrement également par des émotions, qu'il est nécessaire de respecter aussi. Je me rends compte que j'ai faim. Et je me dis, tiens, peut-être que ça pourrait me donner envie de manger. Mais quoi? Donc c'est la deuxième question qui arrive. De quoi j'ai envie? Et en fait, nous sommes motivés, nous avons un deuxième système, nous avons le système faim-satiété, qui
qui est bien connu aujourd'hui, dont on connaît parfaitement les rouages, et on s'est aperçu qu'il y avait un deuxième système qu'on a appelé le système hédonique, et qui fait que nous allons avoir plus plaisir à manger certains aliments que d'autres. Et il se trouve, car nous sommes extrêmement bien faits, que les aliments qui nous donnent le plus de plaisir sont les aliments dont nous avons besoin. Et nous en avons besoin soit parce qu'ils contiennent des nutriments ou des micronutriments dont notre corps a besoin, et ça c'est une régulation absolument extraordinaire. J'ai besoin de vitamine B9 et j'ai envie de choses qui contiennent de la vitamine B9. Ça c'est fantastique. Quand on y réfléchit, c'est un mécanisme extrêmement sophistiqué et que l'on connaît aujourd'hui. Et ce qui peut me donner aussi, j'ai envie de manger certains aliments, ce sont des besoins émotionnels qui marchent exactement de la même façon et qui font que je vais avoir plus envie de quelque chose. Alors si on prend un repas normal, comment ça se déroule? J'ai faim, de quoi j'ai envie? Eh bien, je mange d'abord mon entrée qui me fait envie. Ensuite, j'arrive à un moment où l'entrée ne me fait plus envie. Je goûte les bouchées, et puis à un moment, les bouchées, je me dis, oh, mais je ne me dis plus grand-chose, cette affaire, j'ai plus envie de ça. Mais je constate que j'ai toujours faim. Alors je me dis, eh ben maintenant, j'ai envie de quoi? Et donc je passe à un autre plat. Et là, c'est pareil. Ce plat peut me contenter pendant un certain nombre de bouchées, et puis ensuite il arrête de me contenter. Et là, de nouveau, je m'arrête et je regarde si j'ai encore faim. Voilà. Si j'ai encore envie de manger. Et si j'ai encore envie de manger, je vais peut-être manger du dessert, ou peut-être pas. Hein, dans les restaurants, pourquoi est-ce que finalement le dessert, on le choisit tout à fait à la fin du repas, hein? C'est parce qu'on ne sait pas ce qu'on va manger dans un restaurant. Chez vous, vous pouvez beaucoup mieux programmer ce que vous mangez parce que vous connaissez les aliments que vous mangez et vous savez comment vous allez y réagir. Au restaurant, vous ne savez pas très bien. Vous ne savez pas la taille de l'assiette, vous ne savez pas exactement qu'est-ce qu'il y a dans l'assiette. Donc il y a toute une série d'inconnus. Et du coup, eh bien, on sait bien qu'on ne sait pas si on aura encore envie de manger au moment du dessert. Et même au niveau du fromage. On ne sait pas encore si on aura envie du fromage. Donc fromage et dessert, ça se décide à la fin du repas. Ce n'est pas pour rien. C'est pour des raisons qui sont tout à fait compréhensibles selon les mécanismes physiologiques. Donc tout ça, eh ben, c'est ça qu'on fait dans notre travail. On va apprendre aux gens à respecter leurs sensations alimentaires, ou à ne pas les respecter, mais en tout cas les percevoir, et après ils ont le choix de les respecter ou de ne pas les respecter selon les circonstances, parce qu'ils peuvent s'adapter. Et puis on va leur apprendre à manger tout ce qui leur fait envie, finalement, sans culpabilité. La culpabilité, je crois qu'on vous a bien expliqué à quel point ça déréglait complètement le système. Il faut pouvoir manger du chocolat quand on a envie de chocolat. Et il faut pouvoir manger des fraises des bois quand on a envie de manger des fraises des bois, à condition que ça soit la saison. Qu'est-ce qui se passe quand j'ai envie de quelque chose et que je ne peux pas l'avoir? Ça arrive, ça, c'est même extrêmement courant. J'ai envie d'un bon beefsteak. Ah. Mais il n'y a pas de beefsteak. Aujourd'hui, c'est du poisson. Ah, ben voilà. Donc, je vais manger mon poisson. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, demain, j'aurai probablement encore plus envie de beefsteak. Jusqu'au moment où j'aurai mon beefsteak. Ah. Donc, nous sommes extrêmement souples dans notre comportement alimentaire, qui est extrêmement adaptatif. Nous avons la capacité de nous adapter aux circonstances. Et en même temps, il y a, quand nous ne fournissons pas à notre corps et à notre esprit ce qu'il demande, eh bien, la demande se fait de plus en plus pressante. Souvent, les patients disent, si je m'écoute, je fais n'importe quoi. C'est-à-dire que, finalement, la crainte et la pensée commune, c'est de croire que si on cède à ses envies, on va passer sa journée à manger des gâteaux, des chips et du chocolat. Mais vous voyez, la formule que j'ai utilisée, c'est si on cède à ses envies. Ben, quand on cède à ses envies, ça veut dire qu'on a lutté contre ses envies. Et là, on est dans un système qui est déjà en train de se compliquer. Dans un fonctionnement harmonieux, les choses se passent comme Gérard vient de les décrire. C'est-à-dire qu'on est à l'écoute de sensations et on est à l'écoute des besoins de son corps. Et pas seulement de ses besoins énergétiques ou métaboliques. On est également à l'écoute des besoins émotionnels du corps. Et on y répond. Et si vous répondez gentiment à vos besoins énergétiques, métaboliques et émotionnels, le corps ne va réclamer que ce dont il a besoin, pas plus. Si vous commencez à résister à vos envies de manger, qu'elles aient été déclenchées par la faim
ou qu'elles aient été déclenchées par les émotions, tout va se compliquer. Bon. Par exemple, je lutte contre ma sensation de faim. Mon corps m'envoie un message. Il envoie un message de faim qui veut dire « tu es en déficit énergétique ». Et je lutte, je résiste. À la longue, comment les choses vont se passer? Je vais pas pouvoir résister éternellement. À un moment, il va bien falloir y aller. Il va bien falloir manger. Mais ça ne va pas se passer correctement. Ça va se passer sur le mode compulsif. Je vais faire une compulsion de faim. Et là, le corps ne va pas prendre juste ce dont il a besoin. Il en prend beaucoup plus. Un peu, c'est une image, mais un peu comme si il allait prendre de force ce qu'on lui aurait refusé de bon gré. Et il en prend plus. Il va se passer la même chose pour les envies de manger émotionnelles. Il faut les mettre au même niveau. Il faut mettre la faim au même niveau qu'une envie de manger émotionnelle. Si je lutte contre une envie de manger émotionnelle, ça veut dire que j'empêche mon corps de se réguler. J'empêche mon corps de revenir à un état émotionnel plus apaisé. À la longue, qu'est-ce qui va se passer? Je vais finir par craquer aussi. Et c'est un vrai craquage, c'est-à-dire que je perds cette bagarre. Et dans la bagarre, le corps en prendra encore plus, tout le temps. Et à la sortie, une fois que j'ai fait la compulsion, elle va instaurer un état émotionnel négatif. C'est-à-dire que les gens, une fois qu'ils ont fait une compulsion, on ne peut pas dire qu'ils soient totalement contents d'eux. Ils sont dans un état émotionnel, souvent, moins bon qu'à l'entrée dans la compulsion. Ça va déclencher de nouvelles envies de manger émotionnelles. Ces nouvelles envies de manger émotionnelles, je vais encore essayer de résister. Je viens de faire une compulsion, donc je ne vais pas continuer à manger, donc je vais encore essayer de lutter. Et cette bagarre, je vais encore la perdre. Et je vais donc encore faire une compulsion. Et de compulsion comme ça, enfin de lutte en lutte, au bout du compte, ce qui se passe, c'est qu'on a une multiplication des envies de manger émotionnelles. On passe sa journée à devoir lutter contre des envies de manger émotionnelles qui se transforment toutes en compulsions, qui fabriquent toutes d'autres envies de manger émotionnelles, qui se terminent toutes en compulsions, etc. etc. Bon. Et bien le paradoxe, c'est que si finalement j'arrête cette lutte, et c'est pas facile d'arrêter de lutter contre les envies de manger émotionnelles, croyez-moi, c'est compliqué, c'est tout un travail, d'arriver à manger, à calmer correctement les envies de manger émotionnelles, c'est un vrai travail, quand on ne sait plus le faire. Voilà. Et donc, paradoxalement, à partir du moment où j'arrête cette lutte, on a une espèce d'extinction de ces envies, de diminution, pas d'extinction, de diminution très sensible de ces envies de manger émotionnelles. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai calmé une émotion, une envie de manger émotionnelle correctement, et ben ces envies, elles disparaissent pour un bon bout de temps. Du coup, la faim a le temps de réapparaître, je retombe sur ma régulation énergétique, et je suis tranquille. Ça paraît, c'est un peu lâcher la rampe, ça paraît compliqué, les gens ont peur de le faire, le réflexe, c'est beaucoup plus facile de mettre du contrôle que de mettre de l'écoute. Ça paraît, je veux dire, c'est plus ça le réflexe finalement, de contrôler que de s'écouter. Mais il faut comprendre qu'à partir du moment où on met du contrôle, on augmente le risque de perte de contrôle. Il ne peut pas y avoir de perte de contrôle si, préalablement, on n'a pas mis du contrôle. Et quand les gens viennent nous consulter, la plupart du temps, la plainte, elle porte là-dessus. Elle porte sur la perte de contrôle. Bien qu'aujourd'hui, on a des gens qui se plaignent d'être dans l'excès de contrôle aussi. Le plus souvent, ce sont quand même des gens qui se plaignent de la perte de contrôle. Et bien, pour faire disparaître les pertes de contrôle, il n'y a pas d'autre moyen que de faire disparaître le contrôle. On ne peut pas faire disparaître l'un sans l'autre. Simplement, si vous dites comme ça, sans aucun travail, à une personne qui est toujours qui est depuis des années dans un système de contrôle et de perte de contrôle, vous lui dites arrêtez de vous contrôler, elle ne sait pas faire. Elle bascule automatiquement dans de la perte de contrôle. Donc on ne peut pas faire disparaître le contrôle sans le remplacer par quelque chose d'autre. Et par quoi on va remplacer ce contrôle? Quand je parle de contrôle, il s'agit bien sûr toujours de contrôle mental. Par quoi est-ce qu'on va remplacer ce contrôle mental? Par l'écoute des sensations alimentaires
qui sont en fait le vrai système physiologique de contrôle du comportement alimentaire. En fait, on remplace un contrôle mental par un autre type de contrôle, mais qui est le vrai contrôle physiologique du comportement alimentaire. Si on veut résumer tout ce que nous pouvons travailler pour justement relâcher cette restriction cognitive, nous allons travailler sur les sensations alimentaires, nous allons arrêter le contrôle, on ne va pas monter sur le ring de boxe, voilà, on arrête. On va réapprendre à manger tous les aliments, notamment tous les aliments tabous, sans culpabiliser, et puis on va réapprendre à les déguster. Également réapprendre voilà, à les manger dans des conditions optimum pour obtenir du réconfort, de la satisfaction. Donc je suis infirmière à la base, après j'ai fait une spécialisation de puériculture, donc on nous a beaucoup matraqué avec le PNNS, il faut faire des choses extrêmement carrées avec tout ça, et aujourd'hui je suis puéricultrice responsable adjointe en crèche. Et par rapport à mon parcours personnel, où je suis au régime depuis l'âge de 3 ans, j'en ai 45, effectivement, j'ai enfin trouvé une psychologue et une diététicienne qui ont été formées par le gros. Et je suis un peu en cheminement personnel, mais en même temps en réflexion sur qu'est-ce que je peux et comment je peux apporter des choses aussi à l'équipe et qui encadre des enfants jusqu'à l'âge de 3 ans, 3 ans et demi. Et où je me rends bien compte que effectivement, la culture joue beaucoup, que les auxiliaires de puériculture qui sont au plus proche des enfants ont elles-mêmes des visions de l'alimentation, de ce qui est juste, de ce qui est bien. On nous enseigne des choses autour de la bientraitance et donc de mettre dans les assiettes des enfants tout ce qu'il y a à manger, et d'autres qui me disent « Ah non, non, faut surtout pas, faut donner d'abord l'entrée, après la viande, après les légumes, après... » Enfin bref. Et je suis un peu perdue là-dedans, je ne sais pas quelle est la juste manière d'accompagner des enfants, notamment pour que ce dérèglement des sensations ne soit pas suscité par un accompagnement d'adultes un peu défaillant, entre guillemets. Défaillant étant quand même un bien grand mot. Effectivement, vous posez un problème qui est, je dirais, dramatique, qui est que nous sommes en train, notre société est en train de fabriquer des névrosés alimentaires. Fin du 19e et une grande partie du 20e, nous avons eu un siècle où nous avions une problématique sexuelle exacerbée et on a beaucoup décrit toute la pathologie qui a pu ressortir de cette pathologie sexuelle. Et aujourd'hui, on voit que c'est en train de se désamorcer complètement parce que sur le plan sexuel, il y a très peu d'interdits aujourd'hui, que l'homosexualité n'est pas considérée comme un problème, une maladie, quelque chose qu'il faudrait changer, que si vous êtes plutôt sadomaso et que ce sont des pratiques que vous faites entre adultes consentants, vous pouvez acheter vos chaînes et vos menottes à la Redoute. Et donc, ce n'est pas véritablement un problème. Et effectivement, ça c'est quelque chose qui s'est complètement désamorcé. Et on voit que la problématique sexuelle engendre de moins en moins, je ne dis pas qu'elle n'engendre plus du tout, mais de moins en moins de problèmes psychologiques. Par contre, on voit la montée de la moralisation alimentaire, et en particulier sur les enfants. Ça pèse beaucoup sur les enfants. Le PNNS dont vous avez parlé, il pèse beaucoup sur les enfants. Donc on est dans une société qui est en train de devenir folle au niveau de la nourriture, qui veut un contrôle de la nourriture, un contrôle moral. Ce n'est pas seulement un contrôle diététique, les nutriments, les micronutriments, etc. C'est un contrôle moral et un contrôle du plaisir qui doit être enrégimenté. Donc qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? Alors, moi ce que je pense, c'est que c'est très difficile d'agir à un niveau individuel. On peut s'occuper de ses enfants, bien sûr, on peut s'occuper des enfants de ses voisins, on peut essayer d'agir au niveau de l'école, mais probablement qu'il faudrait aussi agir au niveau de la société et discuter du bien fondé de cette flicaille alimentaire, où on voit des médecins nutritionnistes et des épidémiologistes se transformer en grands moralisateurs. Ce que je pourrais rajouter peut-être avec les enfants, donc je suis tout à fait d'accord avec toi Gérard, il y a une problématique
qu'on peut ajouter pour les enfants, c'est celle de l'éducation alimentaire. C'est-à-dire que si l'on veut que l'adulte puisse être une personne régulée, il faut aussi qu'il puisse avoir accès à un plus grand panel d'alimentation, et là ça rentre dans l'éducation alimentaire. Voilà, donc effectivement, l'idée ce serait de ne pas mettre de règles voilà, trop strictes, mais d'un autre côté, et c'est là qu'on voit aussi, en ce moment, il y a soit trop de règles, soit pas de règles du tout. Donc le pas de règles du tout sur le poids, ça va peut-être être pas trop mal, mais c'est vrai que du coup, pour se réconforter, pour pouvoir ensuite pouvoir écouter ces appétits spécifiques, si on aime 0 aliment qui contient du B9, peut-être que ça ne viendra pas. Évidemment, dans une famille, on peut très bien éduquer ses enfants en continuant en les conduisant à écouter leurs sensations alimentaires. Spontanément, c'est ce que font les enfants. Les enfants écoutent leurs sensations alimentaires et les respectent. Les bébés mangent exactement ce qu'il leur faut en quantité et en qualité. Ils rejettent ce dont ils n'ont pas envie, et ce dont ils ont envie, ils en mangent l'exacte quantité nécessaire. Et par exemple, les biberons, eh bien, ils en prennent plus ou moins selon les jours. On voit bien que ça n'est pas régulier, c'est quelque chose. L'enfant s'arrête à la goulée près et prend exactement ce dont il a envie et ce dont il a besoin. Ensuite, quand il grandit, cet enfant, eh bien, on peut continuer à l'éduquer dans ce sens. Écoute, est-ce que tu as faim, est-ce que tu n'as pas faim? Moi, personnellement, c'est toujours ce que j'ai fait avec mes enfants. Ma femme et moi, d'ailleurs, on a eu des problèmes avec des amis, parce que quand on part en vacances ensemble, nos enfants, c'était si tu as faim, tu manges, si tu n'as pas faim, bah, tu laisses. Et quand tu as fini de manger, bah, tu peux sortir de table et aller jouer. Et puis, la famille d'à côté, c'était nos amis, c'était tu dois manger ce qu'il y a dans l'assiette exactement et tu ne sortiras pas de table tant que tu n'as pas fini. Donc, vous voyez, on se heurte à des discours sociaux différents et c'est difficile. On dit que 70 à 80% de la population française est au régime sans le savoir. Donc, dans les équipes comme ça qui s'occupent d'enfants, ce serait assez intéressant qu'il y ait un travail sur les personnes qui ont en charge les enfants, sur leur propre façon de s'alimenter. Parce que là, on est, par exemple, vu l'importance des questions de poids et de surpoids dans la population, tout le monde est touché de près ou de loin, et ça devient une grande peur. On en est aux 3e génération de mères qui mettent les enfants au régime, qui sont elles-mêmes au régime et qui ont peur dès que l'enfant est tout petit et de plus en plus petit. Donc peut-être que dans ces équipes, il y a un vrai travail à faire sur la façon de s'alimenter, les pensées qu'il y a sur l'alimentation et sur les stéréotypes. Je pense qu'il y a un vrai besoin de sensibilisation à toutes ces questions. La question que je voulais poser, ça s'adresse au docteur Apfeldorfer, parce que tout à l'heure, vous avez parlé de la honte des gros. Et donc, moi, j'ai un long parcours. J'ai fait des régimes depuis l'âge de 20 ou 25 ans, yo-yo, et puis j'en suis un très fort poids. Et donc, je suis une thérapie avec le docteur Zermati pour réapprendre justement les sensations, etc. Mais comment faire comprendre à l'entourage, notamment les amis, la famille, par exemple. Moi, j'ai ma mère qui me dit tout le temps fais attention à ta santé, essaie de maigrir, mon ami d'enfance, l'entourage, les enfants, l'époux, etc. Comment leur faire comprendre que déjà, nous, on a cette honte permanente en nous, et c'est un très gros frein, justement, pour réapprendre à manger normalement et apaiser ce sentiment par rapport... Vous avez parlé d'agressivité, en fait. Je me suis reconnue dans ce que vous avez dit par rapport à tout mon entourage. Et comment je peux faire pour me décharger, justement, de ce poids, de la honte de ma famille, de mon entourage, pour avancer dans mon parcours. Parce que j'ai beaucoup progressé, mais je viens de prendre conscience que la honte est un frein énorme aujourd'hui. Alors comment me faire comprendre? Vous êtes une personne qui avait énormément de chance, puisque vous êtes en thérapie avec le docteur Zermati. Et Oui, je confirme. Et donc, je conseille. Ça va bien venir sur le tapis à un moment ou à un autre. Généralement, on ne commence pas par les problèmes d'acceptation dans les thérapies, mais c'est forcé, c'est un passage obligé, je dirais, dans la thérapie. Et le problème de la honte, c'est en fait, le problème de la honte, c'est pas tellement la honte finalement. Le problème de la honte, c'est la honte de la honte. C'est la culpabilité d'être honteux.
c'est les émotions secondaires engendrées par la honte, finalement. Si cette honte, on la comprend, si on comprend que nous sommes honteux parce qu'on nous a fait honte, et qu'on continue à nous faire honte, et si on accepte, on dit, ben voilà, c'est une honte, c'est une émotion que je peux avoir en moi, effectivement, si on accepte l'émotion, à ce moment-là, on peut vivre avec cette émotion qui, finalement, prend de moins en moins de place dans notre esprit. Ce qui, finalement, lui donne de la place à cette honte, c'est la lutte que nous avons contre la honte. Et c'est ce travail-là que nous aidons nos patients à faire. Alors, le contraire de la honte, c'est la fierté. Et ce que l'on peut faire, et c'est là aussi nous aidons nos patients à le faire, c'est un travail d'affirmation de soi, c'est un travail d'entraînement aux habiletés sociales pour avoir un comportement. Tout à l'heure, vous voyez, je n'ai pas du tout parlé d'effacement de honte, j'ai parlé d'avoir un comportement de fierté ou un comportement différent de la honte, socialement. Hein, donc d'induire chez les autres un autre sentiment vis-à-vis de nous-mêmes. Et c'est ça qu'on peut essayer de faire et qu'on peut essayer de travailler. Donc il s'agit pour vous, il va s'agir pour vous de modifier vos conduites, de modifier ce que vous donnez comme image vis-à-vis des autres, de modifier votre discours par rapport à votre poids, de modifier votre discours par rapport à votre alimentation, pour induire chez les autres d'autres réactions. Oui, mais par exemple, dans la vie de tous les jours, c'est très compliqué. Il y a 2 ou 3 jours, je me suis assise dans le métro à côté d'une personne, je prenais un peu plus que la place. Ben, la station suivante, elle s'est levée. Et j'ai vu qu'elle s'était levée pour se mettre à une autre place. Ouais. Par exemple, hier, je marchais dans la rue avec ma fille, je me promenais. Il y a une femme qui passe en face de moi et qui me dit « Mais putain, qu'est-ce que t'es grosse !» Donc, vous voyez, ce genre de remarques dans la vie de tous les jours, vous n'êtes pas à vous assumer. Oui, moi ça m'est arrivé aussi. Donc c'est incroyable, c'est des trucs j'étais en train de faire très violents. J'étais en train de parler, vous voyez, comme ici, là, faire un cours, et puis tout d'un coup, en plein milieu du cours, il y a 3 personnes qui sont parties, et je me suis dit, oh là là, c'est que mon cours doit être complètement nul, ils sont tous en train de se tirer, j'en vois un qui baille d'ailleurs là-bas, et du coup, je me suis dit, je suis nul, je n'arriverai à rien, et peut-être que je ferais mieux d'arrêter mon cours tout de suite. Bon, après, j'ai appris qu'ils avaient un train à prendre. Et donc, vous voyez, on peut interpréter aussi, on peut interpréter faussement les choses parce qu'on est honteux et on va tout mettre sur le compte on va essayer d'expliquer finalement ce qui se passe par rapport à la honte que l'on ressent. Ça peut être une explication, mais ceci dit, vous avez tout à fait raison. Les obèses sont rejetés socialement, c'est quelque chose qui existe tout à fait. Et il va falloir vivre avec ça, comme si vous, par exemple, les Noirs dans le Mississippi ont dû vivre avec le rejet social des Blancs pendant très longtemps et arriver à finalement vivre avec cela. J'ai envie de vous répondre parce que bon, je partage le même genre de problème et une situation identique m'est arrivée il y a 2 jours dans le métro. Il y avait une place mais qui était coincée entre deux. Donc je l'ai refusé. Et la personne qui était assise sur le bord a compris, s'est poussée, et je l'ai remerciée en lui disant « Merci beaucoup parce que j'avais besoin de déborder ». Mais j'ai été capable de dire ça. Voilà. Il y a autre chose aussi qui a beaucoup changé pour moi, c'est l'avion, par exemple. C'est-à-dire que il y a eu une époque où, effectivement, j'étais moins à l'aise avec tout ça. Et où je voulais me faire la plus petite possible, j'étais quitte à être vraiment dans un inconfort, alors que maintenant je dis voilà, c'est une réalité, je suis différente, donc est-ce que je peux avoir peut-être un endroit où il y a 2 places, ou est-ce que je peux, vu que je suis différente, avoir une autre place? Et je le dis vraiment de façon naturelle, et les réponses que j'ai sont naturelles. Et dès qu'il y a une possibilité, elle m'est offerte. Et c'est quelque chose où je suis devenue très tranquille. Et je pense que plus on est dans cette attitude-là, qui est une attitude naturelle, qui est, oui, effectivement, je suis différent, je prends plus de place, je ne veux pas gêner la personne qui est à côté de moi. Donc je dis, voilà, est-ce qu'on peut s'arranger avec ça ? Et je n'ai pas de réflexion désagréable. Ça a beaucoup changé. Donc vraiment,
je peux vous dire que plus vous allez être en chemin, et plus les choses vont être différentes, et moins les gens vont vous dire quoi que ce soit derrière. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, et que vous induisez ce changement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous dites « je suis différente » et vous vous mettez dans cette posture-là, les autres l'entendent, et je pense que ça force le respect. Je voudrais juste ajouter quelque chose, parce que c'est une histoire que j'aime bien raconter. Il s'agit d'une femme très forte qui arrive sur une plage dans le sud et qui voit tous les regards converger. Et elle dit, très fortement, elle dit « Vous savez, je suis en vacances pendant 15 jours, regardez-moi bien parce que vous allez me voir tous les jours pendant 15 jours. » Elle a été applaudie, elle s'est fait des amis. Bon, tout le monde ne peut pas arriver à ce stade-là, mais peut-être qu'il ne faut pas oublier ce genre d'histoire. Je voulais simplement dire que je remercie Sylvie d'avoir raconté ça, parce que c'est exactement ce que je voulais dire. Quand je parle de la honte, c'est exactement ça. Si vous n'avez plus honte d'être honteuse, et c'est ce qui se passe pour Sylvie, elle assume parfaitement sa corpulence, à ce moment-là, cette corpulence, bizarrement, et c'est ça qui est assez extraordinaire, cesse d'être un problème. On fait dans nos prises en charge, on fait toujours un travail sur ces aspects-là, parce que c'est indispensable. C'est indispensable parce que la honte d'être gros fait manger. La honte d'être gros rend gros. Elle entraîne des troubles du comportement alimentaire. Et cette honte d'être gros, il faut essayer d'en démonter aussi les mécanismes et comprendre sur quoi elle repose, de quoi elle naît. Dans notre société, la honte d'être gros vient de la manière dont la société voit le gros. Elle le voit comme un être inférieur qui n'a pas de volonté, qui ne peut pas se maîtriser. C'est un stéréotype. Et c'est un stéréotype, ça veut dire que cette pensée, cette conception-là, elle est intégrée par les gros eux-mêmes. C'est-à-dire que le malheur, c'est que les gros en viennent à penser ça aussi, d'eux-mêmes. Et c'est ça la honte. C'est-à-dire que si on était en désaccord avec cette pensée, c'est-à-dire que si les gens corpulents, gros, étaient en désaccord avec ça, ce n'est pas de la honte qu'ils éprouveraient, mais de la colère, de l'indignation ou de la révolte. Et ils n'accepteraient pas. Mais le malheur vient qu'ils y croient à cette pensée-là. Parce que c'est un stéréotype et parce que c'est une pensée de notre société, de toute notre société, qui considère les gros de cette façon-là. Et donc le gros se voit de cette manière-là, il est d'accord avec cette pensée. Donc quand il lit dans le regard de l'autre « tu n'as pas de volonté, tu es un gros, tu es faible, tu n'as pas de volonté », ça ne le révolte pas, ça ne l'indigne pas, il est d'accord. Et au lieu de se révolter, il baisse les yeux. Donc il y a un travail aussi à faire sur ces pensées et sur les causes de la maladie obésité. C'est-à-dire que la maladie obésité n'est pas une maladie de la volonté, c'est pas une maladie de la faiblesse. C'est une vraie maladie. C'est une vraie maladie métabolique du tissu adipeux. C'est une vraie maladie du comportement alimentaire, dans lesquelles, évidemment, la volonté n'a aucune place, ou quand elle a une place, c'est pas ce qui a causé les désordres, ce n'est pas un manque de volonté, c'est un excès de volonté. C'est pas un manque de contrôle, c'est un excès de contrôle qui a compliqué l'affaire. Donc, il y a aussi un travail à faire sur ces aspects-là, pour que la personne grosse se voit autrement comme une personne faible sans volonté, qu'elle se voit comme une personne affectée d'un trouble métabolique et d'un trouble du comportement alimentaire, et qu'elle se repositionne de cette manière-là. Voilà. C'est une maladie vraie, chronique, et qui n'a rien à voir avec un trouble de la volonté. Moi, j'ai toujours fait 120 kilos jusqu'à il n'y a pas très très longtemps. À l'époque, je ne connaissais pas du tout le gros, donc j'ai fait beaucoup de régimes. Je ne vais pas les nommer, mais voilà.
J'ai fait des régimes où je devais compter des points. J'ai arrêté parce que un soir au restaurant, je me suis retrouvée à pleurer parce que j'avais plus de points, donc plus de possibilité de manger. J'ai fait des régimes où je devais manger que de la viande, un jour sur deux. Du coup, j'ai arrêté parce que, au bout d'un certain temps, dès que je voyais un morceau de poulet, je finissais par pleurer. Voilà. Et du coup, j'ai arrêté de faire des régimes quand j'ai découvert le gros. Donc pour ça, je vous remercie. Parce que du coup, ça m'a permis, paradoxalement, de perdre du poids sans forcément faire de régime. Mais le petit souci, c'est que, voilà, donc moi, en 30 ans, voilà, 30 ans de régime, concrètement, 30 ans de régime où, à chaque fois, en fait, il y a cet impératif, en fait, qui est l'IMC. Donc moi, j'ai toujours fait des régimes avec, dans l'idée de pouvoir entrer dans la fourchette de l'IMC. Bien entendu, pas la fourchette basse, parce qu'elle était beaucoup trop loin, plutôt la fourchette haute. Et du coup, aujourd'hui, même en ayant perdu du poids, je me retrouve toujours dans cet impératif, que je ne suis toujours pas dans l'IMC, hein, je suis passée de l'obésité au surpoids, même si aujourd'hui je me trouve bien dans mon corps, quand je vais voir le médecin, quand je rencontre ma diététicienne, il y a toujours cette question de vous êtes en surpoids, vous n'êtes pas dans la fourchette de l'IMC. Et donc ma première question, c'est est-ce qu'il existe en fait d'autres méthodes voilà, pour calculer le set point, comme vous l'avez dit, ou le poids de confort? Est-ce qu'il existe autre chose que cet impératif en fait de l'IMC? C'est ma première question. Toutes les prises de poids ne sont pas obligatoirement réversibles. Aujourd'hui, on le sait, on peut prendre du poids de manière absolument irréversible. C'est-à-dire que la prise de poids va entraîner des changements à l'intérieur du corps et ces changements ne pourront pas disparaître. Ça veut dire que ça va dérégler le poids d'équilibre. Qu'est-ce que c'est que ce fameux poids d'équilibre, ou set point, comme vous venez de le dire? C'est le poids qu'on est capable de maintenir quand on est à l'écoute de ces sensations de faim. On peut même appeler ça, si on veut, le poids de faim. C'est le poids qu'on atteint, qu'on retrouve, qu'on maintient ensuite quand on est à l'écoute des sensations de faim. Donc on comprend assez facilement qu'il va être compliqué de passer en dessous de ce poids de faim. Parce que si on veut passer sous ce poids de faim, il faut arrêter d'écouter la faim, il faut manger moins que sa faim. Ce que peu de personnes peuvent faire indéfiniment. Bon. Et donc ce poids de faim est capable de se dérégler. Parce qu'aujourd'hui, on sait que certaines personnes, alors heureusement, ce n'est pas tout le monde, mais certaines personnes, lorsqu'elles vont grossir, vont fabriquer de nouvelles cellules graisseuses. Ça va décaler leur poids d'équilibre. Elles n'auront plus le même poids d'équilibre parce que tout simplement, à l'intérieur du corps, elles n'auront plus le même nombre de cellules. Elles en ont beaucoup plus. Donc, elles peuvent avoir un poids d'équilibre qui n'a absolument rien à voir avec le fameux IMC idéal, avec un poids de santé, avec un poids de forme, avec je ne sais trop quel poids. C'est le seul poids qu'elles soient capables de maintenir en étant à l'écoute de leur faim. Et si elles veulent passer en dessous, elles sont obligées de remettre du contrôle, de la restriction, manger moins que leur faim, et donc elles n'y arriveront pas. Et c'est à partir de là qu'on va avoir les phénomènes yo-yo. Parce qu'elles vont essayer, par la contrainte, de passer sous ce poids de faim. Elles ne pourront pas y parvenir sur une longue durée, donc elles vont se remettre à manger. Souvent, elles vont se remettre à manger plus qu'elles ne mangeaient avant, parce qu'il y a des mécanismes de compensation, de frustration. Donc elles vont reprendre le poids qu'elles avaient perdu, souvent plus de poids qu'elles n'en avaient perdu. Et ce poids qu'elles prennent en plus, on ne sait pas comment elles le fabriquent, mais comme ce sont des personnes qui ont une tendance à fabriquer des adipocytes, des cellules graisseuses, chaque fois qu'elles fabriquent du poids supplémentaire, elles le fabriquent avec de nouvelles cellules. Donc on a un poids qui, sans arrêt, au cours de la vie, va se décaler vers le haut. Donc chez ces personnes-là, il faut complètement abandonner cette notion d'IMC idéal de 20 à 25. Et il faut aussi savoir que, par exemple, quand on fait des interventions de chirurgie bariatrique, qui sont en général préconisées pour des gens qui ont des obésités massives, eh bien ces personnes-là, la plupart du temps, ne reviennent pas à un IMC normal. On fait baisser considérablement leur IMC,
elle passe de l'état d'obésité massive à un état parfois d'obésité modérée et avec chance un état de simple surpoids, mais il est exceptionnel qu'elle revienne à une IMC normale, parce que la physiologie ne le permet pas. Donc cette notion d'IMC, c'est une notion statistique, c'est une notion qui s'applique à des moyennes de population, mais qui n'a aucune valeur pour une personne donnée. C'est une notion qui est très contestée actuellement, et de toute façon, l'IMC seul n'est pas pris en compte. On prend aussi le tour de taille, puisqu'on se rend compte que les problèmes existent avec l'obésité du haut du corps, et l'IMC tout seul, ça ne veut rien dire. Et vraiment, il est de plus en plus contesté, donc c'est un petit peu dommage qu'on vous fasse ce genre de guerre, parce que vraiment, ça correspond à rien. J'ai repris mes études il n'y a pas très longtemps, donc du coup je suis étudiante en psychologie et je fais un stage en fait dans une clinique de soins de suite et de réadaptation au sein de laquelle on accueille des personnes en surpoids, en obésité sur 1 ou 3 semaines et elles bénéficient d'éducation thérapeutique du patient. Donc moi ça fait quelque temps que je suis sur ce lieu de stage et je m'interroge fortement sur l'éducation thérapeutique du patient, sur cette information qui est essentiellement descendante, puisque pendant 1 ou 3 semaines, on explique aux gens comment manger, on leur dit encore une fois, voilà, il y a toujours la question de l'IMC, il y a toujours la question de ce qu'il faut manger, de ce qu'il ne faut pas manger. Et puis, il y a la présence aussi d'une psychologue qui les voit une fois et qui ne les revoit plus. Et du coup, je me pose la question de l'efficacité de ces pratiques d'éducation thérapeutique et puis aussi de la place du psychologue qui rencontre au final une fois les personnes. Alors, l'éducation thérapeutique, c'est une forme d'enveloppe, si vous voulez. On dit qu'on va faire l'éducation nutritionnelle des personnes. Au gros, on a un certain nombre de diététiciennes, nutritionnistes qui sont intervenus dans cette enveloppe d'éducation thérapeutique et qui ont fait une éducation thérapeutique très différente de l'éducation diététisante qui est faite habituellement. Donc il n'y a pas à s'en prendre, si vous voulez, à cette idée de faire une éducation thérapeutique pour des gens qui n'ont pas eu d'éducation alimentaire, finalement. Un des problèmes qui se pose aujourd'hui dans notre société, c'est, on a beaucoup parlé du contrôle, et puis on a un peu moins parlé peut-être du manque d'éducation des gens. Donc un certain nombre de gens en quelque sorte, n'ont pas eu d'éducation alimentaire de la part de leurs parents, qui ne savaient pas la faire, et ils sont dans une société, ils sont aux prises finalement avec un consumérisme alimentaire où toute l'industrie agroalimentaire, on est envahi de publicités qui nous poussent à consommer le plus possible. Et de l'autre côté, nous avons un discours qui est moralisateur au niveau alimentaire et diététisant, qui nous dit exactement le contraire. Donc on est pris entre deux feux en quelque sorte. Alors qu'est-ce qu'on peut faire donc, si vous êtes dans un établissement qui a ce discours-là, on peut peut-être, nous on s'aperçoit que on peut discuter avec les soignants, on peut commencer à rediscuter avec eux du bien fondé, est-ce que ça marche ce qu'on fait, est-ce que ça donne des bons résultats, quelles sont les conséquences, etc. Et on voit un certain nombre d'établissements qui commencent à changer leur fusil d'épaule parce que des personnes ont fait, par exemple, la formation du gros et introduisent de nouveaux discours. Je suis étudiante en 2e année donc à l'UT Créteil et je prépare un DUT génie biologique option diététique, donc pour être diététicienne. Et donc voilà, c'est une question qui s'adresse à Sabrina. Je voulais savoir, en gros, votre position sur les rations alimentaires. Par exemple, vous recevez à votre cabinet un obèse, voilà, il vous dit, enfin quelqu'un qui est obèse et qui vous dit, voilà, je veux maigrir. Est-ce que vous vous appuyez sur les fameuses rations alimentaires qu'on nous apprend à faire, ou vous l'utilisez comme une espèce comme un fil conducteur et puis après vous bourdez autour, ou est-ce que vraiment vous vous appuyez essentiellement sur
le fait de lui faire redécouvrir la sensation de faim, l'envie de manger émotionnelle. Et en gros, il adapte son alimentation vis-à-vis de ces deux facteurs. Concrètement, non, je n'utilise pas du tout les rations alimentaires. Ce qui est très frustrant, peut-être dans un premier temps, dans la première minute, pour le patient qui vient voir une diététicienne et qui s'attend à avoir un régime, ou bien pas un régime, mais quand même un cadre, enfin des règles, voilà, quelque chose. Non, effectivement, on en a parlé beaucoup là de la prise en charge diététique, de la formation des diététiciennes. Je pense qu'une diététicienne est capable de faire énormément de choses. Voilà, elle a un panel de possibilités assez énorme, même en sortant de l'école. Elle est capable de faire tout, sauf de traiter les troubles du comportement alimentaire, tout, sauf de faire maigrir les patients. Donc effectivement, ensuite, comme Gérard vous l'a dit, il faut vraiment tout oublier, même si ça peut paraître dans un premier temps très rassurant, mais on ne peut pas faire du moitié. On ne peut pas demander au patient d'arrêter de contrôler et lui donner des règles, une ration, voilà, un cadre. C'est pas possible. Donc effectivement, non, je ne donne pas du tout de ration. Je travaille sur les sensations, sur la dédiabolisation des aliments, sur tout ce qu'on a pu dire auparavant, mais surtout pas de ration. J'ai des patients dans la salle, j'espère qu'ils sont d'accord avec ce que je dis. Je plaisante. Voilà. Ça vous rassure? J'ai perdu 75 kilos à l'aide d'une opération bariatrique. Je suis vos systèmes de thérapie, mais j'ai eu peur énorme de regrossir et être toujours gros, en fait un masse gros. Est-ce qu'il y a en mémoire du corps ou pas? Est-ce qu'on peut un jour dire ça va casser ça et ça ne va pas répondre parce qu'on a quand même, je ne sais pas, je n'arrive pas à formuler bien ma question, mais j'essaie de m'écouter, plus mes sensations et tout, mais la mémoire du corps, tout le monde me dit qu'il y a une mémoire du corps, et voilà. Donc alors, vous avez perdu du poids et je crois savoir que c'était grâce à une opération de chirurgie bariatrique. Maintenant, est-ce que vous allez... Donc vous avez été obèse, vous êtes beaucoup moins obèse aujourd'hui. Est-ce que vous allez redevenir obèse? J'en sais rien. L'avenir n'est pas écrit. On ne sait pas ce qui peut se passer. Tout peut se passer. Vous êtes sur un chemin. Ce qu'on peut dire, c'est que vous avez été obèse. Ça va rester. Ça ne va pas pouvoir s'effacer, ça. Ça fait partie de vous. Ça fait partie de votre passé. Et il va falloir vivre avec ce passé, avec cette partie de vous qui a été obèse. C'est un petit peu comme disait Coluche, je ne suis pas un nouveau riche, je suis un ancien pauvre. Eh bien, vous serez toujours une ancienne obèse de toute façon. Et l'avenir, on ne sait pas. J'espère pour vous, et je pense que vous y travaillez beaucoup, que vous allez pouvoir trouver cet équilibre, cette façon de manger en tenant compte de vos sensations alimentaires. Ce n'est pas parce qu'on a été opéré avec une opération de chirurgie bariatrique que les systèmes de régulation du poids et de la prise alimentaire disparaissent. Ils sont modifiés, certes, mais ils sont toujours là. Et donc, il est tout à fait possible pour vous, comme pour tout un chacun, d'avoir un poids qui sera votre poids d'équilibre, votre set point, et pas forcément le poids que vous rêvez de faire. C'est votre corps qui décide, c'est pas vous. Donc c'est ça aussi, vous voyez, on perd. Quand on aide un peu dans cette idée, on s'aperçoit qu'il y a une sorte de blessure narcissique due au fait que nous n'avons pas le contrôle. Nous n'avons pas le contrôle sur notre corps. Nous sommes plutôt contrôlés par notre corps que nous avons le contrôle sur lui. Et donc, il y a des choses à accepter parce que nous sommes ce que nous sommes. Le dernier colloque du GROS était autour de la chirurgie bariatrique. Les chirurgiens nous ont dit qu'il y avait une reprise de poids possible d'une dizaine de kilos. Mais je pense que le problème, c'est de ne pas en avoir peur. C'est-à-dire que si on a peur, très souvent,
on se remet dans tout ce qui s'est passé au niveau des régimes, c'est-à-dire pouvoir accepter qu'il y ait une reprise de poids et ne pas se dire que ça va être une catastrophe et que ça va nous entraîner très très loin. C'est-à-dire effectivement se dire que la chirurgie bariatrique ne va pas être constante dans le temps, accepter ça, regarder ce qui se passe et ne pas céder à la panique et ne pas céder à l'urgence. Et se faire aider à ce moment-là. Quand on commence à avoir peur, ne pas essayer de chercher les choses miraculeuses, pouvoir parler de ça. Parce que je sais que le parcours de chirurgie bariatrique engage le physique, le psychisme, que c'est quelque chose de très très important et que je comprends tout à fait qu'on puisse avoir peur. Mais justement, comme c'est légitime de pouvoir avoir peur, il faut oser en parler, ne pas se sentir honteux, ne pas se sentir coupable, parce qu'actuellement, il n'y a pas de solution miraculeuse. Donc, effectivement, surtout, ne pas céder à cette peur panique et pouvoir en discuter. Moi, je fais 125 kilos, j'ai un indice de masse corporelle 43 et j'ai un tour de taille important. Alors, comment je suis arrivée à ce poids-là? En fait, il y a 20 ans de ça, j'ai eu des chocs émotionnels très violents et donc j'ai fait une dépression et je suis toujours suivie par un psychiatre. Par contre, ce que je regrette, c'est pourtant, j'ai quand même alerté le corps médical qui était autour de moi, parce qu'au départ, je n'étais pas si forte que ça quand je suis avant ces chocs émotionnels. Et j'ai eu des traitements avec mon psychiatre, et je pense certains de ces médicaments, mais bon, apparemment, qui m'ont fait grossir, hein, je ne veux pas citer les... Et donc, pourtant, je lui ai dit, je l'ai souvent alerté là-dessus. Et non, elle a dit, bon, c'est pas là votre problème, donc c'est pas grave. Donc progressivement, j'ai pris 40 kilos. Et le problème, c'est que quand vous arrivez à ce stade-là, vous êtes donc en obésité morbide. Et ce que je regrette du corps médical, c'est qu'ils ne m'ont pas, en fait, assez alerté sur les problèmes de santé. Parce qu'après, vous avez des problèmes de santé, vous avez des douleurs articulaires, musculaires, vous avez des problèmes cardiaques, et ça, bon, moi, pourtant j'étais une femme qui aimait être ronde. Maintenant, je regrette quand même de ne pas avoir su maîtriser. Moi, c'est le contraire. Je faisais des dérapages, c'est-à-dire que comme je suis une personne qui n'arrivait pas à gérer mon stress, hein, puisque je suis responsable administratif et je suis soumise à des pressions énormes, donc moi, non, je faisais mes dérapages et je n'étais pas inquiète de mon image. Mais alors, quand a commencé les problèmes de santé, il y a aussi également des problèmes urologie, Là, oui, je regrette que... Alors, vous arrivez au stade de l'obésité morbide et on vous dit la chirurgie bariatrique. Alors là, pour moi, ce n'était pas la solution, hein, puisque, bon, j'en ai... Mais c'est vrai que ce que je trouve, c'est... ce qui est regrettable en France, c'est que quand il y a ce problème-là, en fait, on a le psychiatre d'un côté, on a le médecin généraliste de l'autre côté, et on a... En fait, moi, j'avais mon endocrinologue. Bah, alors, l'endocrinologue, en plus, oui, parce que j'avais une maladie, une hypothyroïdie qui ne m'a pas aidée. Et bon, moi, ce que je voulais dire, c'est que maintenant, je suis acteur de ma santé. Maintenant, je participe à des ateliers pendant plus d'1 an. Ce que je regrette en France, c'est qu'on ne travaille pas assez sur le volet prévention. Alors moi, maintenant, je vais souvent aux ateliers de la Maison de la diabétologie et de l'obésité à Paris. Vous apprenez tout, à faire de l'éducation alimentaire. Je ne savais pas, en fait. Maintenant, j'apprends à manger. Après, vous avez également vaincre le stress. Vous avez des sophrologues. Moi, je trouve que c'est bien. Ça serait bien qu'on travaille plus sur le volet prévention et alerter quand vous avez un indice de masse. Je veux dire, à un moment donné, vous vous exposez à des problèmes de santé assez graves. Ça, je regrette. Et c'est vrai que le psychiatre m'a pas trop aidé. Pourtant, je l'ai alerté sur les traitements. Alors, vous avez raison. Vous avez eu toute une série de problèmes, si vous voulez, qui ont favorisé l'obésité. Donc, on vous a donné des traitements médicamenteux. Et il y a des traitements médicamenteux, en particulier ce qu'on appelle les neuroleptiques de nouvelle génération, qui sont des médicaments qui font grossir énormément, probablement en déréglant complètement les sensations alimentaires. Et donc, on prend souvent beaucoup de poids avec ces médicaments. Vous avez eu d'autres problèmes de santé, comme par exemple l'hypothyroïdie qui n'arrange rien, etc. Et bon, ce que je remarque, c'est que bon, peut-être que le corps médical est défaillant, mais vous êtes moins défaillante que le corps médical,
puisque vous êtes arrivé à la conclusion que la seule personne qui pouvait vraiment vous aider, c'est vous-même, et que maintenant, vous vous prenez vraiment en charge. Et ça, je trouve ça formidable. Devenir acteur de sa maladie. Après, bon, moi, je continue toujours avec le même psychiatre, hein, parce que j'étais quand même, elle m'a quand même aidée quand même dans ma vie. Et le fait, après, de les faire travailler ensemble, ça m'a beaucoup aidée, en fait. Parce que je me suis un peu fâchée à un moment donné. J'ai dit, écoutez, bon, maintenant, je veux que vous travailliez ensemble. Et là, c'est vraiment, je commence à... Voilà, vous avez pris les choses en main. Oui. Bien, bah, écoutez, je pense qu'il est temps de conclure et d'aller manger. Alors, petit conseil, donc, avec tout ce que vous avez entendu, maintenant vous allez manger, et vous allez essayer de manger avec attention, en faisant attention à ce qui se passe dans votre bouche pendant que vous mangez, à quel point c'est bon ou à quel point c'est mauvais, et à quel moment l'envie de manger s'arrête. Et quand l'envie de manger s'arrête, bah, vous finissez par votre assiette, forcément, peut-être qu'il y en a trop dans cette assiette. Bon appétit!